Bonsoir à tous. À la une de ce journal de 20h, la COP25 a fermé ses portes à Madrid en Espagne. Pas d'accord, si ce n'est un accord à minima sur les climats. Là-dessus, les divergences persistent et ce, malgré les appels pressants de militants écologistes. On en parle tout à l'heure dans le 20h de ce soir. Certains étaient dans la nature, sans logis, suite aux dernières pluies dans la capitale. Les espaces d'hébergement provisoires seront bientôt disponibles dans la commune urbano-rurale de Maluku. Espace en plein aménagement, le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat et celui des Actions humanitaires se sont rendus sur place. On fait le point dans quelques instants. La prévention des catastrophes naturelles, méthode la plus sûre pour diminuer les risques des inondations. Et justement, hormis les experts, à petite échelle, les chefs des quartiers peuvent également contribuer dans la sensibilisation sur les zones ou espaces de vie à risque. On en parle également tout à l'heure dans ce journal. Encore une fois, bonsoir. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé ce lundi les conseils des ministres à la Cité de l'Union africaine. Un conseil qui s'est tenu en début de semaine, contrairement à la tradition observée d'un conseil des ministres en fin de semaine. Il a été certainement question de l'analyse de la situation générale du pays. Les comptes rendus sur le matière à l'ordre du jour dans les prochaines heures avec le porte-parole du gouvernement. Les deux chambres du Parlement ont clôturé la session de septembre, essentiellement budgétaire. À la Chambre basse, la dernière plénière a été consacrée à l'adoption du rapport de la commission mixte paritaire, validant ainsi les budgets de 10 milliards de dollars américains augmentés de quelques nouvelles recettes. Sylvie Moembo sur ces images de Bernard Baudot. Comme il est des pratiques, l'aplanissement des divergences entre les deux chambres autour des recettes encadrées par la DGRAD et les recettes extérieures d'appui budgétaire accordées par le bailleur de fonds, cet aplanissement a donné ainsi la latitude d'adopter pour un vote à très forte majorité favorable la loi des finances exercice 2020. La voie est ouverte au test de prendre la direction du bureau du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en vue d'y être promulgué. S'agissant du deuxième point à l'ordre du jour, les commissions aménagement du territoire, défense et sécurité ont eu la charge de recevoir des amendements exprimés sur les recommandations de l'Assemblée nationale au gouvernement sur la coordination de la gestion des catastrophes naturelles à Kinshasa et la situation sécuritaire à Béni. Tout naturellement, cet exercice se fera à la suite de l'adoption du texte reprenant ces recommandations. À propos de la crise actuelle au sein du groupe parlementaire AFDCA, où deux tendances disputent la légalité et la légitimité, l'Assemblée plénière a adopté que seul l'honorable Hassani est revêtu de la responsabilité de diriger le groupe parlementaire AFDCA et non l'honorable Adel Kainda. Pour clôturer la session, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Liokomoudiaï, a dressé un tableau complet des activités de la Chambre basse du Parlement en le regroupant autour de la production législative et de la diplomatie parlementaire, avant de souhaiter de bonnes vacances parlementaires à tous ses collègues en espérant un retour de rapports à exploiter lors de la session ordinaire de mars 2020. Le Cuba et la République démocratique du Congo, une histoire politique, culturelle et maintenant parlementaire. Le premier vice-président du Sénat, Sami Badibanga, a échangé avec la diplomate de ces pays en poste à Kinshasa, Eva Yelena Silva Walker. Les comptes rendus avec Eugénie Dada-Chabani. Le Cuba et la République démocratique du Congo sont liés par des relations historiques basées sur la défense de la souveraineté de ces deux pays partenaires. Son ambassadeur en République démocratique du Congo, Eva Elina Silva Walker, reçue par le premier vice-président du Sénat, Sami Badibanga, a exprimé les soucis de son pays de raffermir la coopération parlementaire RDC-Cuba. Occasion pour le premier vice-président du Sénat, Sami Badibanga, d'informer son hôte que cette requête est une porte déjà ouverte pour la République démocratique du Congo, car le pays s'est engagé à redynamiser la coopération avec tous ses pays partenaires grâce au leadership du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À la sortie de l'audience, la diplomate cubaine, Eva Yelena Silva Walker a fait le point. Nous avons parlé sur les possibilités de renforcement des liens interparlementaires. J'espère que ça sera une bonne route
pour rapprocher à notre autorité et notre respectif peuple. Et pour moi, c'était un grand plaisir de me rencontrer ici à le siège du Sénat et de remplir mes objectifs. 2 ambassadeurs en poste aux Nations Unies, rappelés par la patronne de la diplomatie congolaise, et du coup, la polémique enfle sur la légalité de l'acte posé. La présidente de la commission Relations extérieures du Sénat a fait une sorte de mise au point. Encore une fois, Eugénie Dada Chavani. La question du rappel des 2 ambassadeurs en poste aux Nations Unies avec leurs familles par la ministre d'État des Affaires étrangères préoccupe au plus haut point la commission des relations extérieures du Sénat, pilotée par Francine Muyumba. Voilà pourquoi la présidente de cette commission, l'honorable Francine Muyumba, a soulevé la question à la plénière sur la clôture de la session ordinaire. Et il a été question pour nous d'informer les sénateurs sur ce qui se passe aux affaires étrangères en ce qui concerne nos ambassadeurs qui venaient d'être rappelés définitivement au pays. Et nous pensons que notre ministre des Affaires étrangères nous doit également à l'opinion des éclaircissements pour essayer de comprendre exactement qu'est-ce qui s'est passé. Et comme vous le savez, en vertu de l'article 81 de la Constitution, c'est le président de la République qui a le pouvoir de nommer, de révoquer et de faire tout ce qu'il faut à ce qui concerne les ambassadeurs dans leurs fonctions. Notre ministre des Affaires étrangères a mis fin à ça récemment. Et nous allons examiner la réponse de Madame la ministre bientôt parce que la question écrite adressée à un membre du gouvernement, après transmission par notre président du Sénat, nous allons encore nous réunir en commission pour essayer de délibérer et enfin tirer des conclusions et voir ce que nous pouvons recommander à notre ministre. Cette session ordinaire sanctionnée par le vote du budget de 18 milliards de francs congolais de la loi des finances votée pour l'exercice 2020 a suscité la réaction de l'honorable Muzangisa. Quand la loi est venue au Sénat, elle était d'une hauteur d'à peu près 10 milliards de dollars. Et au Sénat, nous avons pu capter des recettes additionnelles. Donc aujourd'hui, c'est définitif, nous avons un budget. Nous allons donc doter le gouvernement d'un outil important qui va lui permettre de pouvoir satisfaire aux besoins de notre population. Le discours du chef de l'État devant le Congrès, on en parle encore dans ce journal, un discours sur l'état de la nation. Cette fois, nous allons suivre pas seulement le 2h34, mais aussi quelques minutes importantes, notamment là où il parle des données chiffrées. Patrick Michel Moukoui. Félix Antoine Tshisekedi devant le Congrès, c'est un bilan à mi-parcours d'une gestion de 10 mois et 10 jours. C'est aussi une batterie de promesses, mais beaucoup plus une série de chiffres dont voici les plus importants. En sécurité, les prouesses de FARDC ont permis de capturer 1712 hommes armés, dont 245 combattants et 10 chefs rebelles du CNDR. 11 000 militaires et officiers ont été permutés dans la partie Est et remplacés par 21 000 hommes. Dans les secteurs économiques, le chef de l'État a noté un fléchissement de la croissance économique à 4,6% contre 5,8% en 2018. L'exécution du budget de l'État arrêté le 10 décembre 2019 dégage une recette de 6 614 milliards de francs congolais contre des dépenses de 7 242 milliards de francs congolais. Il en résulte donc un déficit budgétaire de 632 milliards de francs congolais, a précisé le président de la République. Grâce à une bonne maîtrise du budget, le déficit mensuel établi en moyenne à 53 milliards de francs congolais entre janvier et septembre 2019 est passé à 31,5 milliards de francs congolais. Les réserves internationales passeront de 800 millions de dollars à 1,2 milliard de dollars. Parlant de l'énergie solaire, un projet est en finalisation avec le gouvernement indien pour la construction d'une centrale de 100 MW pour 24,5 millions de dollars à Mbandaka, une autre à Lusambo de 10 MW pour 25 millions et une troisième de 10 MW à Karawa pour 25,5 millions de dollars. Dans les secteurs de transport, le chiffre 8 détermine le nombre d'Airbus neufs qui seront acquis par Congo Airways dans les prochains mois pour une desserte domestique afin de désenclaver les provinces nouvellement créées. Des infrastructures, on retient que 18 bacs réparés et 24 autres à l'état neuf ont été déployés dans les sites d'exploitation.
2830 km de routes réparties en 46 axes ont également été mis en état de praticabilité. Dans le secteur de l'éducation, 34 740 enseignants non payés du primaire sont pris en charge depuis le mois de septembre sur les 132 617 enregistrés. Les 97 877 enseignants non payés de la maternelle, du secondaire et des bureaux gestionnaires sont programmés pour le premier trimestre 2020. 2 500 000 enfants en âge de scolarité exclus du système éducatif ont retrouvé le chemin de l'école. Et 10 000 salles de classe opérationnelles seront construites et équipées dans les premiers mois de 2020. 12 containers de matériel médical seront bientôt distribués dans les 26 provinces du pays, a précisé le chef de l'État. Et jusqu'ici, 42 centres de santé ont été réhabilités et construits sur les 84 prévus. Du côté social, 1500 unités de logements sociaux sont en cours d'exécution dans 5 provinces pilotes en raison de 300 par province. Dans l'entretemps, 300 maisons préfabriquées sont en train d'être aménagées au camp colonel Tchatch et 4000 maisons sont commandées pour les militaires et policiers. Au total, 425 projets disséminés à travers les provinces dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État pour 492 millions de dollars avec un décaissement à date de près de 70%. Moins d'importations et plus d'investissements locaux, c'est l'une des recommandations du Forum national de la pêche, élevage et aquaculture qui s'est clôturé ce week-end. La pêche-élevage, un secteur, disons-le, qui stagne malgré son importance. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a procédé à la clôture de ces travaux. Françoise Bouelabouaki et Pompaoumba. 2 milliards de dollars américains sont dépensés par le gouvernement chaque année en termes d'importation. Ces travaux du Forum national sur la pêche, l'élevage et l'aquaculture ont été convoqués pour tenter de répondre à cette question. Voilà tout le sens de la présence du chef du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba à cette cérémonie de clôture. Les participants ont recommandé aux opérateurs économiques importateurs d'investir dans un délai bien défini dans la production locale en lieu et place des importations. Les travaux ont duré 4 jours. Les participants ont également demandé au gouvernement de proposer la suppression de certaines facilités administratives et exonérations pour en faire des actes générateurs de recettes, de mettre en place les politiques et une taxe sur les importations impropres dans les produits de pêche et de l'élevage en vue de décourager les importateurs, ainsi favoriser la synergie des différents projets pour une bonne coordination et concertation. Permettez-moi d'abord de remercier sincèrement son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui a bien voulu parrainer cette grande rencontre des acteurs du secteur venus des différentes provinces de notre pays. Soucieux du bien-être des Congolais, le gouvernement de la République s'emploiera à traduire en actes les résolutions envisagées dans ce forum. Le chef du gouvernement a réaffirmé l'engagement de l'exécutif central à traduire en actes les résolutions du forum. La qualité du travail de cette rencontre des acteurs du secteur de la pêche venus des différentes provinces du pays a été saluée. Surtout, le dévouement et l'abnégation des experts en quête du bien-être du peuple congolais par la performance recherchée dans ce secteur. Le professeur Ilunga Ilunkamba a fait remarquer que ce forum constitue l'espoir d'assurer une sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population congolaise. La plupart ont tout perdu, biens de valeur, habitations et plus grave encore, leurs proches, suite aux éboulements des terrains causés par les dernières pluies dans la capitale. Eh bien, ces personnes seront relogées dans des espaces aménagés dans la commune de Maluku, dans la périphérie de la capitale. Les ministres d'État de l'urbanisme et celui des actions humanitaires ont inspecté ces sites. Les explications dans ces reportages d'Eric Kabamba et Hussein Dalla.
C'est sur ces espaces situés à plus ou moins 80 km du centre-ville que pourront être certainement logés momentanément les sinistrés des inondations récurrentes des dernières pluies. Ces sites retenus ici, dans la commune de Maluku, ont été minutieusement visités par le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat Pius Mwabilou, accompagné du ministre des Actions humanitaires, Steve Mbikai. Objectif, s'assurer de la viabilité de ces sites choisis dans les soucis d'offrir à ces victimes d'inondations des sites d'hébergement décents et dignes, respectant non seulement toutes les normes urbanistiques, mais aussi répondant aux normes élémentaires d'hygiène en attendant de leur construire de nouvelles cités. Occasion saisie par Pius Mwabilou de sensibiliser la population de ce coin sur le respect des normes urbanistiques pour éviter tout dégât lié aux catastrophes naturelles. Maintenant, la balle, c'est vrai, dans notre camp, mais nous allons, à partir de demain, mon collègue et moi, faire des propositions concrètes pour que nous trouvions des solutions. Et pour nos compatriotes qui sont sur le fleuve et les sinistrés de la surface, Kinshasa, Kinsuka, Lemba, Matete, Lumete, aujourd'hui on me dit encore Chingabwa, Zenze, qui est dans une situation catastrophique. Nous allons certainement y passer demain après le conseil des ministres. Donc voilà, il faut que nos compatriotes sachent que le gouvernement a à cœur leurs souffrances. Les patrons de l'urbanisme et habitat a promis de conduire au courant de cette semaine une forte délégation de l'ASNEL, Régie des eaux et quelques autorités provinciales pour le début de travaux d'aménagement de ces sites. Un accord à minima sur le climat, pour ne pas dire pas d'accord, et les divergences persistent malgré les multiples appels des écologistes. Après 2 semaines de négociations, les 200 États présents à la COP25 à Madrid ne sont pas parvenus à trouver un accord sur les règles de marché carbone internationaux, dernier volet du manuel d'utilisation de l'accord de Paris. Nous allons y revenir avec plus de détails dans nos toutes prochaines éditions. Dotée d'un cadre légal, voilà une année, la Corporation des architectes, du moins l'Ordre des architectes, plaide pour une prise en compte dans la conception des projets de ces personnes dont le travail consiste à concevoir des édifices et en diriger la construction. Marie-Louise Mbela nous en parle. Les éboulements, les constructions sans normes ainsi que la marginalisation des architectes congolais dans la mise en œuvre des projets immobiliers préoccupent l'Ordre national des architectes, institution née il y a tout justement 1 an. C'est ici le lieu pour le Conseil national de l'Ordre des architectes du Congo de féliciter les efforts individuels et collectifs consentis par les comités antérieurs pour avoir tracé les chemins au bénéfice de l'Ordre national des architectes, notre motif de fierté. Au cours de cette première année, le Conseil national a surmonté avec vous les défis relatifs à l'organisation d'une Assemblée générale extraordinaire constituante pour élaborer les règlements d'ordre intérieur, les codes d'éthique et de déontologie, les règlements des stages, sans omettre les différents contacts pris au niveau national qu'international pour le bien-être de l'ordre. À ce titre, au regard des missions de l'Ordre des architectes congolais lui conférées par la loi, en son article 4, le Conseil national sollicite l'implication personnelle du chef de l'État, président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son apport déjà significatif, afin de nous permettre la représentation du corps au sein des jurys et des commissions instaurées par le pouvoir public en rapport direct ou indirect avec l'architecture, en vue de protéger la société congolaise contre les malfaçons architecturales. Et lors d'un rendu public, la liste des compétences enregistrées dans ces corps. Au cours de la même année, la finalité de l'établissement d'un tableau de l'ordre a été également remplie, avec un répertoire d'environ 600 architectes nationaux et 3 architectes étrangers. Cet effort continue pour la mise en place des conseils provinciaux appelés à la gestion quotidienne des architectes. Le Conseil national de l'Ordre des architectes souhaite une bonne fin d'année à tous les architectes. L'on peut se servir des dessins pour véhiculer un message. Il en a été ainsi lors de la clôture des activités du 71e anniversaire de la Convention universelle des droits de l'homme. Les lauréats ont donc reçu des prix. C'était en présence du ministre des Droits humains, André Litté. 5 commentaires de Lucie Lavichissenda.
C'est par le concours de dessin organisé par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en collaboration avec l'Institut des Beaux-Arts que se sont clôturées. Les activités marquant la célébration du 71e anniversaire de la Convention universelle des droits de l'homme le 10 décembre dernier, couplées au 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant. Les lauréats des 12 meilleurs dessins de son concours ont été primés. Prenant la parole à cette occasion, le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a remercié le gouvernement de la RDC pour sa collaboration à la cause des droits de l'homme. Pour Abdoulaziz, le rôle des jeunes qui a été mis en exergue lors de la célébration de cette journée des droits de l'homme témoigne de leur participation primordiale et indispensable pour un développement durable pour tous. Surtout que les jeunes sont toujours en première ligne dans des mobilisations populaires pour réclamer le changement positif et apporter des nouvelles idées et des solutions innovantes pour un monde meilleur. C'est ici l'occasion d'interpeller, selon lui, tout un chacun à travailler avec les jeunes de la RDC pour un lendemain radieux en RDC. Le ministre des Droits humains, André Lité Assebeya, quant à lui, mis l'accent sur l'amélioration des conditions de vie des magistrats, des forces de sécurité et de défense préalables pour l'amélioration des droits de l'homme en RDC. Maître André Lité Assebeya croit en l'accompagnement du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme pour une lutte partagée avec le gouvernement de la République. La cérémonie a connu la participation de membres de la société civile, des chefs d'agence du système des Nations Unies, des chefs des missions diplomatiques et du président de la CNDH, Mwamba Mushikonke. Et à présent, cette activité du directeur général de l'EGFREM qui a mis les caps sur Dilolo où il a rencontré les commerçants qui se plaignent de l'état des routes. Patience Saïba Tamboué a par la suite regagné Lubumbashi où il a visité Hyper Saro et Dichala. Parcourir les plus de 400 km qui séparent Kolwezi de Dilolo, l'avion est le seul moyen si le temps vous est compté. Patience Saïba Tamboué et sa délégation s'y soumettent pour atterrir à Dilolo sur une piste qui ne l'est que de nom. Pas d'entretien, l'herbe pousse, la disparition de la piste est quasi assurée. Sur la route vers la cité, seul le courage porte la détermination. Quand le directeur général de l'EGFREM arrive enfin, il est chez l'administrateur du territoire, qui ne cache pas son enthousiasme. Quelques minutes d'entretien, voici la délégation au poste frontalier de Dilolo. Avec les services de frontières, une visite du site s'effectue, longeant les rails jusqu'à ce pont inauguré en 2016 par Joseph Kabila Kabange, Jao Lorenzo et Edgar Lungu. Les 3 arbres qu'ils ont plantés à l'époque ont poussé. Le commerce, lui, pas du tout. Les douaniers en donnent les raisons. L'état de la route y est pour beaucoup. La population en rajoute. Les commerçants congolais n'ont juste d'aucun respect en Angola. Patience Saïba Tamboué, qui a suivi religieusement les doléances, envisage une rencontre avec son correspondant angolais. Très rapidement, je vais contacter mon collègue, le directeur général du Conseil national angolais des chargeurs, pour qu'effectivement nous puissions tenir une réunion, probablement ici à la frontière, et essayer vraiment de prendre à bras le corps toutes les doléances qui ont été soulevées ici. Et j'imagine peut-être que de l'autre côté de l'Angola, à Luau, il y a aussi d'autres doléances. Et donc nous, OGFREM comme Conseil des chargeurs de la République démocratique du Congo, avec entre autres comme mission de défendre les intérêts des opérateurs économiques. Avant de repartir, le directeur général de l'OGFREM s'oblige un tour à la gare de Dilolo pour s'enquérir sur les trafics auprès des commis de la SNCC. À leurs risques et périls, Patience Saïba Tamboué et sa délégation décollent de cette piste de fortune pour Lubumbashi. Arrivé 1h50 après, le directeur général de l'OGFREM s'est rendu chez l'industriel Hyper Psaro, un chargeur de premier plan qui mérite un regard attentionné des pouvoirs publics. L'association de la mutuelle de Bakwa Kalonji a organisé une réception à l'endroit des ressortissants du Kasaï élevés en dignité au sein des institutions du pays. Il a été également question de parler développement. Jacques Tubobameji. Ils sont dans toutes les institutions de la République démocratique du Congo. Ils sont sénateurs, députés, ministres ou ayant rang des ministres ou vice-ministres. Ils sont juges et conseillers ressortissants de la province du Kasaï oriental, fils et filles de Kalonji. En leur honneur et pour leur nomination pour certains et élection pour d'autres, l'association mutuelle de Bakwa Kalonji, Mukalo en sigle, a organisé une réception à Notre-Dame de Fatima. Occasion pour eux d'évoquer les voies et moyens de développer leur province. C'est une rencontre d'union, la communion de cœur. Vous avez vu réunir ici toutes nos notabilités.
Nous sommes venus des mêmes terroirs et que notre terroir doit arriver à se développer. Ce qui est réellement l'objectif poursuivi par l'actuel comité de Bako-Kolonji. Aujourd'hui, non seulement on a renouvelé la fraternité, mais surtout on a communié ensemble pour que puisse être pérennisé le Mukalo, le Mukwa-Kalonji. C'est très important et nous allons apporter notre pierre à l'édifice de la RDC. Mukalo, association mutuelle de Bakwa-Kalonji, regorge en son sein 21 groupements. Leurs représentants étaient tous présents pour partager avec leurs frères un moment de jouissance et d'échange. On en vient maintenant à cette question, ou encore cette série de questions. Quel est le rôle de chefs de quartier? Peuvent-ils être utiles dans les renseignements concernant les zones à risque en cas de pluie? Évidemment, dans leurs entités administratives, cette thèse a été développée dans ces reportages signés à Nimbalaka. Une parfaite connaissance d'une zone géographique garantie, une bonne gestion dans l'affectation des sites pour éviter les calamités naturelles. En dehors des experts, les chefs des quartiers qui administrent les entités territoriales décentralisées seraient des personnes ressources en amont dans les cadres de renseignement eu égard à leur connaissance empirique. C'est la thèse que soutient le professeur Simon-Pierre Ianagno Molégué, premier vice-président de la Commission sociale et culturelle de l'Assemblée nationale pour faire face aux inondations. Tant que nous n'aurons pas responsabilisé les chefs d'avenir, les chefs de quartier, leur donner le pouvoir de contrôle, d'identifier et de participer même aux efforts que le gouvernement déploie par rapport à l'habitat, l'amélioration de l'habitat, l'urbanisation, ça ne marchera pas. Parce que si les services du cadastre continuent à donner des titres de propriété à des gens qui construisent de manière anarchique, évidemment, les caniveaux seront bouchés. Les constructions, certaines sont faites sur des collecteurs. L'eau ne passe plus. Ben, nous voyons les conséquences. Chef du quartier, une fonction publique au rôle moins connu de l'opinion. Nous sommes au quartier Beauvon. Nous n'avons pas un chef de quartier ni un chef d'avenue. Je ne les connais pas. Le quartier est un échelon administratif de base de la commune. Il comprend des avenues et les rues qui sont déterminées par l'arrêté du gouvernement de province sur proposition des bourgmestres, ceci conformément à la Constitution. Avant de boucler complètement, le 20h de ce soir, ces communiqués nécrologiques, la maison civile du chef de l'État et la famille Chibangu portent à la connaissance de frères, amis et connaissances les décès des mamans Moulanga wa Mukondo, Clémentine, veuve de Chibangu Moulamba Crispin, depuis ce lundi 9 décembre 2019 au centre hospitalier Moncolé. Les programmes des obsèques se présentent comme suit. La levée du corps de l'illustre disparu est prévue pour le mardi 17 décembre 2019 à 10h à la morgue du centre hospitalier Moncolé. La dépouille mortelle sera exposée à la salle Maison Kofi sur l'avenue Malembankulu numéro 3, quartier Sosimat, commune de la Gombe, ici à Kinshasa, référence rond-point Safricas, non loin de la haute cour militaire. L'enterrement interviendra le mercredi 18 décembre 2019 à la nécropole Académie entre terre et ciel. Ce communiqué tient lieu de faire part. Voilà qui met un terme à ce journal. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Joël Makela revient à 22h pour la suite de l'actualité. À suivre, juste après ce journal, une page spéciale sur l'arrestation des inciviques qui mettent en mal les réseaux électriques de la SNEL. D'ici là, portez-vous bien et bonsoir chez vous.
Le plus grand événement annoncé de la fin de l'année 2019 a bien eu lieu ce vendredi 13 décembre. Riche, population pauvre.